Bonsoir à tous, bienvenue dans Maghreb Orient Express. Au sommaire ce soir, l'épineuse question de la réconciliation nationale en Tunisie. Comment passer de la dictature vers la démocratie? Quelle justice transitionnelle? Comment lutter contre l'oubli? Quelle mémoire contre l'oubli justement? Nous allons voir avec nos invités comment les Tunisiens abordent-ils ces questions délicates. Rafik Omrani, merci d'être avec nous. Vous êtes le réalisateur du documentaire Falega 2011, documentaire présenté au Maghreb des films. C'est l'histoire du premier sit-in du printemps arabe, juste après le départ de Ben Ali. Des centaines, des milliers de jeunes venus de toute la Tunisie s'étaient installés à la Casbah pour réclamer la dissolution du gouvernement transitoire, dirigé alors par Mohamed Ranouchi, pour demander également l'élection d'une assemblée constituante. Cora Andrieux, bienvenue à vous. Vous êtes philosophe, vous êtes l'auteur de La justice transitionnelle chez Folio Essai. C'est aux éditions Gallimard. Vous êtes experte associée en droits humains au bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Tunisie. Merci d'être avec nous également. Et puis en duplex de Tunis, Farah Ached. Bonsoir Farah, vous êtes présidente du Labo démocratique. Vous organisez le Festival de la mémoire. Ce sera les 6, 7 et 8 décembre prochains dans la capitale tunisienne. C'est en coopération avec le mémorial Berlin-Unschenhausen. Alors pourquoi, Farah, un festival de la mémoire exactement? Quels en sont les objectifs? Alors, un festival de la mémoire, parce que d'abord, pendant toute la période de la dictature et bien avant même, en fait, après la colonisation, notre mémoire a été confisquée. Parfois même, elle a été niée. Et aujourd'hui, il est temps qu'on débatte de qu'est-ce que la mémoire en Tunisie. Mais c'est pas uniquement de ça qu'il s'agit, puisque en fait la mémoire appartient à tout le monde et il ne faut pas que en fait on a fait un festival parce qu'un festival c'est populaire, c'est ouvert à tout le monde. Donc comme cette mémoire qui doit appartenir à tout le monde, elle ne doit pas uniquement être l'objet de débats entre experts, elle ne doit pas uniquement appartenir à ceux qui gouvernent, à un parti politique ou à un groupe de personnes. C'est une mémoire de toute la société. Alors il y aura des débats, bien entendu, il y aura de la poésie autour du thème de la mémoire, Farah, on va y revenir, mais vous avez choisi un lieu finalement symbolique, le local de l'ex-parti au pouvoir, le RCD de Ben Ali. Pourquoi ce choix? C'est symbolique, comme je le disais, ou c'est pour conjurer le sort, pour finalement prendre une revanche sur le passé? Bien sûr, c'est symbolique. D'ailleurs, le plafond en fait de la salle où on va faire les débats est peint en mauve, donc en violet qui est la couleur de Ben Ali. Donc c'est intéressant, c'est symbolique et c'est pour ça qu'on le fait là-bas. Restez avec nous, Farah, on vous retrouve dans quelques instants. Rafik Omrani, faut-il en finir avec tous les signes, avec tout ce qui évoque l'Ancien Régime, y compris effacer, faire disparaître la couleur mauve? La question peut prêter à sourire, mais elle se pose. Bonsoir. Oui, en fait, les symboles sont très très importants et les couleurs aussi, mais je pense que le peuple tunisien aujourd'hui a besoin de plus que ça. Il a besoin de changements de pratiques réels, de toucher un changement réel sur terrain. Dans sa vie quotidienne. Alors peut-être autre image symbolique, c'est le président tunisien Monsef Marzouki qui hier a fait débaptiser, changer de nom la mosquée de Carthage qui s'appelait El Abidine, qui évoquait selon lui le nom de l'ancien dirigeant tunisien qui s'appelle Zine El Abidine Ben Ali. Votre avis à ce sujet? J'ai cru comprendre que ça divisait les Tunisiens quand même. C'est exagéré, c'est pas exagéré, votre avis? Pour moi, je pense que le peuple tunisien est indifférent par rapport à tel... C'est pas la priorité. Moi, je considère ça comme de la pure propagande, pas plus. La propagande, le terme est fort, ouais. En sachant, précisons-le, qu'Abidine signifie en arabe adorateur, un terme à connotation soufie, islam soufi, employé généralement au sens de l'adoration de Dieu. Cora Andrieux, peut-être d'ailleurs une réponse à cela aussi. Les symboles, c'est important, vous l'évoquez dans votre livre? Oui, je pense que c'est important, c'est une dimension très importante pour les sociétés en transition, parce que c'est une manière de reconnaître certains torts passés, c'est une manière de reconnaître aussi les victimes, de réécrire l'histoire du passé. Il ne faut pas non plus effacer toute trace de ce qui a été. Il faut trouver un moyen de le réintégrer dans le récit qui sera celui de cette nouvelle nation. Maintenant, effectivement, je suis d'accord avec Rafik pour dire que ça ne suffira pas en soi. Alors vous évoquez donc, vous consacrez tout un livre à la justice transitionnelle. C'est quoi au juste en quelques mots? En quelques mots, justice transitionnelle, ce serait l'ensemble des pratiques associées au fait pour un État de traiter son passé. Donc de faire face à un passé de violation massive des droits de l'homme. Ça peut prendre la forme de différents mécanismes.
des procès, des commissions vérité, des réparations pour les victimes, des réparations qui peuvent être financières mais aussi symboliques. Donc changer le nom des rues, rebaptiser les bâtiments comme vous avez l'évoqué, ça s'inscrirait ici. Et aussi tout ce qu'on dit, ce qu'on appelle en Tunisie en ce moment l'assainissement, c'est un mot que j'aime pas trop, mais c'est la réforme des institutions. Alors vous, Rafik Omrani, vous avez donc, on l'a dit, filmé le sit-in de la Casbah. Vous êtes revenu sur cet événement qui est une étape de la révolution tunisienne que vous n'aimez pas d'ailleurs, que l'on appelle le jasmin. Vous le dites dans ce film, certains jeunes le disent en tout cas. Alors ce sont des jeunes qui sont venus de Menzel Bouzayan, de Sidi Bouzid, de Rieb également, de Meknessi, en fait des quatre coins de la Tunisie pour défendre leur révolution. اليوم نحن السبيل الوحيد للخلاص. اليوم الشباب التونسي هو القدوة العالمية لجميع أحرار العالم. اليوم عندنا رسالة تجاوزت حدود الوطن وحدود الوطن العربي. اليوم رسالتنا إنسانية، رسالتنا موجهة للعالم. راهو اليوم الشاب التونسي سيكون المنارة وسيكون الشمعة التي تنير الدرب لكل المجتمعات المضطهدة. إن شاء الله باش تتحرر. إننا صامدون. Rafik Omrani, ce film est très fort, ce documentaire, parce que on a l'impression que vous leur rendez hommage, mais vous restez finalement vous êtes distancié, alors que vous avez vous-même participé précisément à la sit-in. Pourquoi finalement cet hommage ? En fait, c'est un devoir. À un moment donné, j'avais pas envie en fait de tourner comme la majorité des cinéastes tunisiens pendant le 14 janvier et un peu après. Jusqu'à où ces jeunes-là sont venus de Menzel Bouzayen au début et après des quatre coins de la Tunisie. Et là, c'est avéré qu'il y avait vraiment ce besoin de mémoriser ce qui s'est passé et de faire de l'anti-propagande en fait, parce qu'à un moment donné, ces jeunes-là étaient complètement marginalisés. Alors on les a accusés de tous les noms, ce sont des voleurs, ce sont des pilleurs, ce sont des affamés. Il y a même un des jeunes dans votre documentaire qui dit on peut même plus manger parce qu'on est filmé pour qu'on nous justement accable de tous les noms. Alors qu'aujourd'hui, s'il y a eu ce changement politique, cette assemblée constituante, c'est grâce à ces jeunes-là. Et ces jeunes-là qui sont pas du tout font pas partie de partis politiques. C'est des gens qu'on a découvert d'ailleurs qu'ils ont une conscience politique assez mature, mais c'était vraiment des jeunes poussés par une motivation qui sont politiques et pas du tout, par exemple, régionalistes. Alors ces jeunes-là, je vais me tourner vers vous, Farah Hached, ces jeunes sit-iners dans le documentaire Felagat 2011 de Rafik Omrani évoquent beaucoup le régionalisme. Ils disent attention, ne nous laissons pas diviser. Certains essaient de nous diviser, mais force est de constater quand même qu'il y a un tabou, qu'il y a deux Tunisie finalement, celle de l'intérieur, de l'arrière-pays qui a finalement été oubliée, et celle de la capitale, celle de Tunis. Est-ce que pour vous c'est exagéré, ou en tout cas comment faire finalement pour rompre un peu avec cet état de fait ? D'un point de vue de développement économique, oui, mais pour moi, la société tunisienne n'est pas divisée. C'est pas sociétalement, elle n'est pas divisée. Il peut y avoir des divisions politiques, il y a des divisions politiques, mais c'est les mêmes jeunes de Sidi Bouzid et les jeunes à Tunis ou sur la côte ont les mêmes aspirations et les mêmes valeurs. Donc, de mon point de vue, notre société, et certainement et encore plus les jeunes, n'est pas divisée sur les fondamentaux. Maintenant, il y a des divisions politiques qui sont en fait, à mon avis, assez saines, normalement saines, puisque une démocratie est faite de divisions politiques. Il y a une arène dans laquelle les différents partis politiques se combattent, mais il faut bien sûr qu'on joue la même règle du jeu, c'est-à-dire la liberté, l'égalité et la justice, et notamment la justice sociale, la recherche de la justice sociale. Alors, on revient vers vous, Farah, dans quelques instants, mais j'aimerais qu'on regarde un deuxième extrait de votre documentaire, Rafik Omrani, parce qu'il n'y avait pas que des jeunes, il y avait aussi des personnes plus âgées, et elles n'avaient pas la langue dans leur poche, regardez. والكرتوش يتعب فينا يا جزيرة هيا حمينا
Marco Randrieu, dans ce documentaire, il est question des réparations. C'est aussi un des sujets que vous abordez dans le livre. L'un des jeunes dit 60 blessés dans la région de Sidi Bouzid, il me semble. 60 blessés, 60 disparus. Il y a aussi un bébé qui a été tué pendant la Révolution, un bébé âgé de 10 mois, une fillette. La Tunisie ne pourra pas avancer tant qu'il n'y aura pas réparation. Il faut des réparations, c'est sûr. Il y a déjà eu des programmes de réparation par décret-loi en mars, en octobre et en décembre 2011. Le problème des réparations, c'est que ça ne sera jamais suffisant pour réparer la mort d'un bébé ou la mort d'un enfant. Mais c'est effectivement une demande très forte de ces régions. Pour revenir sur les disparités régionales, quelque chose qui est aussi en débat en Tunisie actuellement, ce serait des réparations collectives pour ces régions. Donc, des programmes de développement spécifiques pour ces régions-là, donc Sidi Bouzid, mais aussi, il ne faut pas oublier Gafsar, Deyef, Kasserine. Le bassin minier. Le bassin minier qui a commencé un petit peu la révolte. En 2008, c'est là que c'était parti. Voilà, exactement. Et ces régions-là demandent d'être reconnues dans leur rôle dans la révolution à partir de 2008, mais aussi des formes de réparation collective, donc développer en priorité ces régions-là. Alors, je vous propose maintenant de faire un break, une pause, entre guillemets, sur une affaire qui se joue des deux côtés de la Méditerranée. Vous allez comprendre le lien tout à l'heure dans l'émission. Un imam tunisien d'une mosquée parisienne a été expulsé cette semaine donc vers son pays d'origine. Il est accusé par le ministre français de l'Intérieur, Manuel Valls, je cite, de valoriser le djihad violent, de proférer des propos antisémites et de justifier le recours à la violence contre les femmes. Des propos, bien entendu, et des accusations qu'il rejette. Précisons que cette expulsion est une initiative lancée par l'ex-ministre français de l'Intérieur, Claude Guéant. Nos envoyés spéciaux sont allés à la rencontre de cet imam et de son avocat. La mosquée Omar, dans le 11e arrondissement de Paris. Derrière ces murs, des prêches faisant l'apologie du terrorisme auraient été tenus. Un seul responsable, selon les autorités françaises, l'imam tunisien Mohamed Amami. Aujourd'hui, l'homme se terre dans la périphérie de Tunis. Il a été expulsé le 31 octobre dernier. Une décision sur la foi des notes blanches des renseignements français rapportant ses propos violents. Nous avons rendez-vous dans le quartier El Wardia, à 2 pas de la mosquée. Mohamed Amami, le voici. Un homme de 78 ans, visiblement affaibli. 3 semaines après son expulsion, il ne comprend toujours pas. Le matin, je sortais de chez moi pour aller chez le médecin. Et je me suis retrouvé en Tunisie 3 heures après. Il a fallu que l'on me rapporte mes médicaments par la suite. Je n'avais pas mon traitement, pas d'argent, pas de valise. Rien. Je ne sais pas pourquoi, ça. Je ne sais pas. Lui assure avoir prôné le dialogue interreligieux, photo à l'appui, y compris avec les juifs. Jamais dans les 5 mosquées de la mouvance de l'islam rigoriste Tabligh qu'il dirigeait, il n'a autorisé des propos politiques. Les salafistes, ici ou en France, ont toujours été interdits de parole dans nos mosquées car ils ont tendance à dévier sur des considérations politiques. À Paris, on a 5 mosquées. Si de tels propos avaient été tenus depuis qu'elles existent, elles auraient été fermées depuis longtemps. Fin d'entretien lorsque l'appel à la prière résonne sur El Wardia. Lui n'attend rien des autorités tunisiennes pour plaider son retour en France. Alors la seule issue est un recours devant le tribunal administratif à Paris. 1 heure d'audience durant laquelle la représentante du ministère de l'Intérieur invoque le climat politique lié à l'affaire Mera pour justifier l'expulsion. À la sortie, l'avocat de Mohamed Amami s'indigne. L'appel est rejeté. Cette affaire-là est cousue de fil blanc, c'est un montage grossier. Effectivement, quel est, le rapprochement à faire entre M. Mera et M. Amami ? Ils ne se connaissent absolument pas. Et d'ailleurs, après l'affaire Mera, mon client n'a plus jamais fait entendre parler de lui. Aujourd'hui, il n'y a pas la moindre preuve. Et d'ailleurs, nous venons de terminer le débat. Je m'attendais à ce que le ministre produise enfin ces preuves qu'on attendait avec impatience. Et il n'y a absolument rien qui justifierait la mesure qui a été prise. Le ministère de l'Intérieur français n'a pas souhaité réagir à ces accusations de procès politique. L'affaire est toujours en cours. Un pourvoi vient d'être déposé par Maître Djemaï devant le Conseil d'État. Rafik Amrani, une réaction peut-être à cette affaire ? Non. Sans plus, vous faites la moue ? Ça ne vous concerne pas ? Oui, je pense que ça ne concerne pas la majorité des jeunes tunisiens. Parce que, non. La question religieuse n'a été jamais abordée le 14 janvier ni le 17 décembre. Alors,
Alors Farah Hached, je me tourne quand même vers vous parce qu'il y a une autre affaire, elle est là, qui est quand même beaucoup plus d'actualité en Tunisie. C'est cette grève de la faim menée par des prisonniers salafistes accusés d'avoir participé à l'attaque de l'ambassade américaine il y a quelques semaines. On a l'impression que la réconciliation nationale a du plomb dans l'aile. Je vais vous lire les propos d'un chir tunisien qui dit finalement, avant c'était Ben Ali qui nous tuait, maintenant c'est Ahmadi Jebali, c'est-à-dire le chef du gouvernement. Dit-il finalement rien n'a changé, c'est pareil. C'est compliqué, non Farah ? Oui, c'est compliqué, en effet. C'est une situation compliquée. En fait, la question aujourd'hui, c'est est-ce que les méthodes ont changé ? Est-ce que le système a changé ? Est-ce que ces personnes qui sont en prison pour selon des procédures acceptables dans une démocratie ? C'est ça la question, en fait. Après, le combat, le militantisme et les instruments de ce militantisme qui est par exemple la grève de la faim peut être légitime. Donc en fait la question est assez compliquée et elle est en relation avec comment la justice, la police, l'administration pénitentiaire fonctionnent aujourd'hui. Est-ce qu'elle fonctionne comme dans un État démocratique normal ou comme elle le faisait pendant l'Ancien Régime ? Alors vous allez sans doute aborder ces questions dans votre festival. Sur la justice transitionnelle, Farah, je sais que vous avez invité un responsable des archives de la Stasi, c'est-à-dire l'ex-police politique de la RDA, la République démocratique allemande, Allemagne de l'Est. Est-ce que cela veut dire que l'Allemagne est un exemple pour la Tunisie ? Alors, l'Allemagne n'est pas vraiment un exemple. En fait, ce qu'on s'efforce de faire, c'est un échange d'expériences. L'Allemagne ne peut pas être un modèle pour plusieurs raisons. La première raison, qui est générale et qui n'est pas propre à l'Allemagne, c'est que, en fait, chaque pays doit trouver son propre modèle, de toute façon. Maintenant, concernant l'Allemagne plus particulièrement, on est quand même dans des situations assez différentes, puisque l'Allemagne de 1989, de la chute du mur, ce n'est pas la Tunisie de la Révolution, et notamment par rapport en fait à la situation internationale. On était dans une guerre froide Est-Ouest, où en fait l'Allemagne de l'Est c'est un perdant face à l'Allemagne de l'Ouest qui est un gagnant. Donc nous en Tunisie, c'est le peuple qui est gagnant face à une dictature, la dictature qui est la perdante. Et puis aussi un dernier point, je pense, qui est important et qui fait la différence, c'est que l'Allemagne de l'Ouest est un pays riche et qui pouvait peut-être utiliser, disons, mettre en place un budget assez important pour les questions mémorielles, la justice transitionnelle. La Tunisie est un pays en voie de développement qui fait face à des problèmes économiques assez graves et peut-être que le budget qu'on peut allouer à des questions de justice transitionnelle n'est pas, même si c'est nécessaire, et c'est pour ça qu'on fait ce festival, mais ce n'est pas la même chose, on ne peut pas mettre en place le même type de budget. Cora Andrieux, même question qu'à Farah Hached. Vous évoquez plusieurs pays dans votre livre, dont l'Afrique du Sud, qui parfois fait figure de modèle. Vous parlez de la RDA, même question, modèle, pas modèle, l'Allemagne de l'Est ? C'est difficile, je pense, de parler de modèle. Je serais assez d'accord avec Farah. C'est qu'ultimement, ça appartient à la société elle-même de choisir son processus de justice transitionnelle en fonction du type de transition, en fonction de ce dont on transite, quel type de régime. Ce qui est intéressant avec l'Allemagne, c'est effectivement la question des archives, la manière dont les archives de la Stasi ont vraiment été ouvertes et chaque citoyen pouvait individuellement venir et consulter son dossier. Des fois, pour voir notamment comment des millions de citoyens allemands ont été espionnés, des fois leurs proches qui espionnaient sur lui. Donc c'était des fois des crises existentielles assez fortes. L'autre élément intéressant, c'est tout ce qu'on appelle la procédure de lustration ou d'assainissement des administrations publiques. Donc les gens qui ont été un petit peu impliqués dans l'Ancien Régime, la manière dont on peut s'en débarrasser, mais tout en respectant certaines procédures démocratiques. C'est un grand sujet de contention en Tunisie en ce moment, cette question de l'assainissement de l'administration. D'autres pays, je pense, peuvent aussi être des sources d'inspiration pour la Tunisie. Je pense au Maroc, par exemple, qui a fait une commission vérité et réconciliation. C'est le seul pays du monde arabe pour le moment à en avoir fait une. Sur les années de plomb, 62. Voilà, en 2004. L'Afrique du Sud, effectivement, est toujours citée comme modèle parce que c'est la première grande commission vérité, parce qu'elle avait un processus assez particulier, mais qui était, il faut le rappeler, fondé sur des amnisties. Alors, est-ce que la Tunisie est prête à accepter
ces amnisties ou pas, c'est peut-être... Finalement, plus qu'un modèle, c'est formuler un contrat social, et on l'a vu, c'est pas évident en ce moment avec la question des salafistes et des lecs et tout ça, mais c'est un projet commun finalement de société. C'est un projet commun qui doit appartenir à la société et qui va être défini par elle dans le débat, dans une forme de pluralisme. Alors, on connaît le palmarès des 24e journées cinématographiques de Carthage. Rafik Omrani, ça ne vous a pas échappé. C'est La Pirogue du réalisateur sénégalais Moussa Touré qui a décroché le Tanit d'or, un film magnifique, coup de poing sur l'immigration clandestine qui a fait sensation au dernier festival de Cannes. Notez aussi que dans la catégorie documentaire, Namir Abdelmassa, qui était notre invité dimanche dernier, obtient lui le Tanit d'argent pour La Vierge, les Coptes et moi. Pas de récompense en revanche pour Le Royaume des fourmis du cinéaste tunisien Chaouki Mejri, même si le film a reçu un très bon accueil du public tunisois. Nos envoyés spéciaux ont rencontré l'équipe du film. Chaouki Mejri, c'est un peu l'enfant de Tunis. Ce soir-là, c'est la première projection de son film Le Royaume des fourmis en compétition aux Journées culturelles de Carthage. Il le sait, c'est le film événement du festival. Tu vas voir, depuis 12 ans, aucun film tunisien n'a suscité un tel engouement. Et pour cause, Le Royaume des fourmis plonge au cœur du conflit israélo-palestinien. À l'écran, la deuxième intifada au début des années 2000. Mais dans les têtes, à Tunis, ce sont les récents affrontements au Proche-Orient. Les 1800 places ont été vendues en quelques minutes. Ça me fait vraiment plaisir et je suis un peu effrayé, franchement. C'est la plus grande salle de Tunis. Et pourtant, il n'a aucune raison d'avoir peur. Le public est déjà acquis et le réalisateur ne va pas les décevoir. Le Royaume des fourmis est l'histoire d'amour impossible entre un combattant palestinien et une femme courageuse face à l'ennemi israélien. C'est un film qui parle de ça, qui parle de la volonté des Arabes d'aimer comme tout le monde, d'avoir des familles comme tout le monde. Mais malheureusement, il y a un grand problème. Un grand problème qui est Israël, un grand problème qui est l'occupation. Séparer tous ces gens-là et avoir le dernier mot, c'est atroce et c'est injustifiable. 2 heures d'un choix militant durant lesquels seuls les Palestiniens aspirent à la paix. Le film laisse entrevoir peu d'espoir d'une Palestine indépendante, quitte à être manichéen. Je défendais la cause palestinienne. Voilà, j'ai beaucoup pleuré. C'était magnifique. C'est un peu long, mais c'est bien. C'est un peu très long, mais c'est bien. La cause palestinienne, c'est notre cause, en fait. Si on défend Palestine, on défend notre terre. J'ai aimé. C'est super. C'est un peu caricatural, mais bon. La caricature d'un conflit où la résistance palestinienne s'organise sous terre comme des fourmis. À la surface, c'est le rendez-vous avec la mort. Chaouki Mejri offre peu de place à la réflexion, mais touche au cœur arabe. Le Royaume des fourmis est attendu en Cisjordanie dans quelques semaines. Alors, Cora Andrieux, là, il ne s'agit bien entendu pas de la Tunisie, mais concernant le Proche-Orient, on voit bien qu'il y a des conflits où cette question de la justice, de la réparation, elle fait même partie des négociations, celle du retour des réfugiés palestiniens, celle des réparations. Effectivement, après, est-ce que c'est de la justice transitionnelle déjà à proprement parler? Je ne sais pas, puisqu'on n'est pas dans le cadre d'une transition déjà, le conflit a encore lieu. Après, c'est vrai que, et ça c'est un postulat de la justice transitionnelle... Est-ce que parfois il vaut mieux pas justement résoudre certains points avant? Oui, effectivement, avec l'idée que si la paix doit être durable, elle sera juste. Sans justice, voilà, oui. Une paix juste est une paix durable. Rafik Omrani, peut-être un mot sur le festival de Carthage ou non, pas forcément? Bon, alors je vous ai vu tout à l'heure réagir sur l'extrait qu'on a passé, le deuxième, avec cette personne âgée qui en appelait à Al Jazeera, la grande chaîne pan-arabe. Pourquoi vous voulez revenir sur cet extrait? Vous le trouvez très fort? Oui, c'est un moment très spécial dans le film. Ça retrace un moment de désespoir par lequel sont passés les City Nord. Et d'ailleurs, on me dit ça toujours, c'est que ce qui est bien dans le film, c'est que
j'essaie pas de les présenter comme étant des héros, comme une légende. C'est des gens normaux, comme nous tous, qui ont passé par... il y a des moments de faiblesse, il y a des moments de naïveté aussi. Et donc, c'est ce moment-là. À un moment donné, les gens pensaient que Al Jazeera représentait... Oui, donc voilà. C'est plus compliqué que ça. Et je voulais aussi réagir par rapport à ce sujet de justice transitionnelle, si vous permettez. Moi, je pense, on a tout à l'heure parlé de budget. Oui, d'accord, certainement. Mais je pense qu'il y a, d'abord, il y a un problème de crédibilité et de transparence. Des élites au pouvoir ? Oui, des établissements de l'État aussi, des gens qui se portent garants de ce processus de justice transitionnelle. Donc il faut que vraiment le peuple soit impliqué et pour l'être, il faut un minimum de transparence. Merci beaucoup à tous les deux, Rafik Romrani, et à vous, Cora Andrieux. Farah Hached, le temps malheureusement presse. Merci beaucoup, je me tourne vers vous à Tunis d'avoir été avec nous. On tiendra bien entendu, vous nous tiendrez au courant de la tenue de ce festival les 6, 7 et 8 décembre, donc dans le quartier près de la Casbah, dans l'ancien local du RCD, festival dédié donc à la mémoire. Merci à tous les trois, on se retrouve dimanche prochain. Merci à vous qui nous suivez chaque dimanche. On se retrouve dimanche prochain pour un numéro exceptionnel à Marrakech. D'ici là, vos réactions, vos commentaires sur la page Facebook de MOE et sur Twitter @TV5Monde MOE.